Eh bien, je propose que nous commencions. Les personnes nous rejoindront petit à petit. Bonsoir, bienvenue à tous sur ce 7e webinaire consacré à l'impact de l'environnement sur la fertilité et la grossesse. Pour ceux qui participeraient pour la première fois à cette série de webinaires, je me présente, je suis Gaëlle Violet, je suis responsable de projet prévention promotion santé à la Mutualité française Pays de la Loire. Plus spécialisée sur les questions de santé environnementale. Et donc, ce webinaire vous est proposé dans le cadre d'une série qui est portée par l'ARS Pays de la Loire et la Mutualité française et qui s'inscrit dans les objectifs du PRSE 3 de sensibiliser les professionnels de la périnatalité et de la petite enfance à ces questions de santé environnementale. Donc, on en a déjà eu plusieurs qui concernaient, par exemple, préparer la chambre de bébé, les ondes électromagnétiques, les perturbateurs endocriniens. On y fera peut-être référence. Et ces webinaires ont deux objectifs à chaque fois. Le premier est de faire un peu état de la science, des connaissances où on en est aujourd'hui en termes d'impact sur la santé du jeune enfant et de la femme enceinte. Et le deuxième qui est de vous donner, vous en tant que professionnel, des outils, des informations, des recommandations pour accompagner le public. Donc ce soir, il est question de fertilité. En France, il y a un couple sur 8 qui consulte pour des problèmes de fertilité. On observe aussi plus de puberté précoce, des malformations génitales plus importantes. Et si l'âge plus tardif de conception explique en grande partie ces problèmes de fertilité, il y a aussi des inquiétudes sur l'exposition aux substances chimiques. Donc, l'objectif, là encore, est effectivement de faire le point sur où on en est de l'état des connaissances, de la recherche sur ces questions-là, et puis de partager avec vous des recommandations pour pouvoir accompagner les futurs parents, les couples dans leur désir d'enfant au quotidien. Nous avons la chance d'accueillir ce soir Ronan Garantezek. Bonsoir, Monsieur Garantezek. Bonsoir, merci pour cette invitation. Merci à vous. Donc, vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut de recherche santé, environnement et travail, unité de l'INSERM. Et par ailleurs, vous êtes directeur, alors je lis mes notes, du Centre de prévention des risques environnement et de reproduction en Bretagne. C'est l'une des 5 plateformes qui existent en France de consultation avancée pour justement conseiller les parents qui rencontrent des difficultés à avoir un enfant, mais vous pourrez sans doute nous en dire un petit peu plus. Et avant de vous passer la parole, des petites indications techniques. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de vous apporter des connaissances, mais c'est aussi d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. Donc, M. Garantezek fera une intervention en 2 temps, l'une justement consacrée plutôt aux questions de recherche et l'autre plutôt aux recommandations. On pourra prendre quelques questions entre ces 2 temps-là. Et pour cela, je vous invite à les poser dans l'onglet questions-réponses. Et moi, je me ferai le porte-parole de vos questions auprès de M. Garantezek. Voilà, moi, j'en ai fini pour mon introduction et mes recommandations. Je vous laisse la parole, Monsieur Garantezek. Merci beaucoup. Je partage mon écran. Hop. Alors. Peut-être, pendant que vous finissez le partage d'écran, juste pour indiquer aux participants, donc vous étiez à peu près une centaine à vous être inscrits à ce webinaire, puisque c'était des questions que j'avais d'autres fois. Et là, actuellement, vous êtes un peu plus de 30 à être connectés. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup de cette invitation. Donc, effectivement, vous avez dit beaucoup de choses. Moi, je suis médecin de santé publique de formation, épidémiologiste. Je suis enseignant à la faculté de médecine de Rennes et puis effectivement enseignant-chercheur à l'Institut de recherche en santé, environnement, travail. Et donc, je vais vous présenter un sujet. Donc, comme vous l'avez dit, mais
Je reprécise, peut-être en deux temps, la demande était initialement autour de fertilité et environnement. Donc, peut-être la première partie de mon topo est vraiment plus centrée sur fertilité et environnement, avec les grandes questions de recherche, comment est-ce qu'on étudie cela en pratique. Et à l'issue de cette première partie, je répondrai à quelques questions. N'hésitez pas à en poser. Et puis, la deuxième partie, c'est plus en pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, c'est vraiment, ça dépasse la fertilité, c'est aussi les couples en âge de procréer, mais aussi le début de grossesse, voire la petite enfance. Quels conseils et quelles sources de données sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour faire des recommandations plutôt sur les usages? Alors, dans un premier temps, c'est fertilité et environnement, c'est toujours la grande question de savoir qu'est-ce que c'est que l'environnement. Et vous voyez qu'en fait, finalement, en fonction des personnes avec qui vous discutez d'environnement, vous n'avez pas la même définition. C'est pour ça que j'ai mis environnement avec un S. Définition de l'OMS, c'est au centre, c'est ce qui est le plus communément admis, c'est-à-dire l'environnement, la qualité des milieux, ce qu'il y a dans l'eau, dans l'air, dans la nourriture, les substances chimiques, mais pas que, ça peut être les radiations ionisantes ou non ionisantes, vous avez eu un topo là-dessus précédemment, mais ça peut être aussi les agents biologiques, et quand on parle de Zika, de SARS-CoV-2, forcément ça vous parle actuellement, et certains virus ou bactéries peuvent avoir également un impact évidemment sur la fertilité. Mais les définitions d'environnement peuvent être beaucoup plus larges, incluant des facteurs sociaux ou comportementaux. Et donc, il faut toujours un petit peu redéfinir ce qu'on choisit en termes de définition de l'environnement. Donc, sans surprise, en fait, moi, ça va être une définition assez large, mais en même temps, les exemples que je vais vous donner, ça va être beaucoup autour des substances chimiques, mais en ayant bien conscience qu'évidemment, c'est beaucoup plus large que ça, ces thématiques d'environnement. Alors, environnement et fertilité, je pense qu'il y a beaucoup de craintes et on va essayer de voir dans une petite introduction pourquoi il y a des craintes. Alors, cette photo, elle est issue du magazine de l'INSERM où il y a quelques années, c'était en 2017-2018, en fait, il y avait eu cette image où on voit un couple autour d'un œuf avec une grande question. Fertilité, nos générations futures sont-elles en danger? Alors, c'est une photo de 2017, mais en fait, c'est quelque chose qui est quand même dans l'air du temps, on va dire depuis les années 70-80. Alors, vous l'avez dit très justement, en fait, c'est une vraie problématique, les problématiques de fertilité. 15% des couples qui consultent pour des difficultés à concevoir, avec une infertilité qui est souvent définie au-delà d'un an d'essai de conception infructueuse, on va dire. Mais des questions qui sont présentes depuis quelques dizaines d'années, notamment issues des travaux sur la qualité spermatique. Alors, il y a eu tout un tas de travaux et une controverse qui est toujours extrêmement active. En fait. Dans les années 70, 80, 90, ici, c'est une méta-analyse, c'est-à-dire une mise en commun de travaux autour de la qualité spermatique qui tendait à montrer, comme vous le voyez sur cette diapositive, un déclin séculaire de la concentration spermatique, avec des craintes qui étaient dans les années 80-90, qu'effectivement, au bout d'un moment, dans les années 2030-2040, en fait, on aura un problème et schématiquement, peut-être plus de sperme ou des grandes difficultés à concevoir. En fait, ça, c'est une question qui agite la communauté scientifique, mais qui est toujours extrêmement débattue, même si les résultats sont plutôt concordants. Ils ne sont pas tous concordants sur l'impact et le déclin séculaire de la qualité spermatique. Et puis, à titre d'exemple, j'ai eu des travaux qui avaient été menés notamment par Bernard Jéguy, qui était un chercheur extraordinaire rennais et le directeur de notre institut, en collaboration avec d'autres collègues, qui regardaient le nombre de spermatozoïdes par éjaculat. Et vous voyez, entre 4 villes, Paris, Édimbourg, Copenhague et Turku, on avait des grandes différences en termes de nombre de spermatozoïdes par éjaculat, à la fois entre ces villes, mais aussi à la fois entre l'hiver et l'été, avec notamment en hiver plutôt plus de concentration. Alors, ce débat, il est toujours extrêmement actif, comme je vous l'avais dit, et les travaux qui avaient été menés dans ces villes-là montraient aussi bien une grande question, qui est le fait que même si dans des villes, on avait une concentration moins élevée qu'en sperme que dans d'autres de ces villes,
eh bien, le délai nécessaire à concevoir, qui est l'indicateur absolu, c'est-à-dire le temps que les couples mettent pour tomber enceinte, entre guillemets, eh bien, ils étaient extrêmement homogènes, même s'il y avait des différences entre ces deux. Donc, premier élément pour répondre à la question pourquoi on s'intéresse à cela, c'est toutes ces questions autour notamment du déclin de la qualité spermatique, qui est toujours une question scientifiquement d'actualité et avec des controverses clairement scientifiques. Alors, quand on prend le pendant de cette question autour du déclin de la qualité spermatique, eh bien, il y a aussi des questions autour des substances chimiques. Et ces substances chimiques, comme le montre cette diapositive, eh bien, elle s'est beaucoup développée dans le temps avec, vous voyez, une consommation, une importante, hop là, j'enlève ça, une consommation, une augmentation de l'utilisation des produits cosmétiques, chimiques dans le temps, dont certains cosmétiques, avec des données qui ne sont pas toujours évidentes concernant leur potentiel de reprotoxicité, c'est-à-dire l'impact que ces substances chimiques ont sur la fertilité et le développement. Et à titre d'exemple, je vous montre cette diapositive qui montrait que dans l'Union européenne, eh bien, sur 145 000 substances chimiques, il n'y avait que 5% des données et des substances chimiques qui avaient des données concernant leur potentiel reprotoxicité ou non reprotoxicité. Donc, il y a tout un tas d'inconnus sur l'impact potentiel des substances chimiques. Alors, en pratique, comment est-ce qu'on étudie ces grandes questions d'impact sur la fertilité? Eh bien, il y a deux grandes disciplines qu'il faut connaître. Alors, l'idée, ce n'est pas de vous faire un cours là-dessus, c'est à la fois les études toxicologiques, qui, grosso modo, les études in vitro et in vivo, pour celles-ci plus exactement, en fait, on teste l'impact des produits chimiques sur des animaux en les exposant, soit dans l'alimentation, dans l'air ou d'autres stratégies. Et puis, on va regarder dans des modèles expérimentaux où on va tout contrôler, l'impact de ces substances chimiques sur la reproduction et voire sur la grossesse à venir. Et à côté de ces études de toxicologie, qui sont plutôt donc des études expérimentales, on utilise des études qu'on appelle épidémiologiques, où là, on est en situation d'observation. On va inclure des personnes dans des études avec différents schémas d'études. Je ne rentre pas dans le détail, là encore. Et on va leur poser des questions ou faire des prélèvements pour mesurer les expositions et regarder le lien entre les expositions et des paramètres de santé, en l'occurrence des troubles de la reproduction. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a… Alors, ces études, elles sont géniales parce que ces études, c'est de la vraie vie. On n'est pas des animaux, donc les études toxicologiques, ce n'est pas exactement ce que l'on vit. Et en même temps, les études épidémiologiques, elles sont difficiles parce que faut contrôler ce qu'on appelle tout un tas de facteurs. Et donc, on a des modèles statistiques qui prennent en compte les différences d'exposition, autres que l'exposition d'intérêt, entre les différents groupes. Et il y a aussi grandes questions autour de la modélisation des expositions. Donc, on utilise des questionnaires, des recueils de produits. Donc, on peut prendre sur smartphone, cliquer et avoir les codes barres des produits, avoir toutes les substances, mais aussi doser des biomarqueurs, donc par exemple du parabène ou des phtalates, qui posent aussi tout un tas de questions méthodologiques. Par exemple, sur la diapositive, vous avez l'exemple des excrétions d'un type de parabène, et on voit qu'au sein même d'une journée, c'est extrêmement labile. Donc, on se pose la question de l'erreur de mesure qu'il y a dans ces études-là, et donc tout un tas de réflexions méthodologiques qui vous montrent que c'est extrêmement compliqué. Et ce qui est important à comprendre aussi dans ces études épidémiologiques, c'est que ce qu'on a in fine, c'est une association statistique, et qu'entre l'association statistique, une augmentation de risque significative et la causalité, il y a tout un tas d'étapes à passer. On va s'intéresser et s'interroger sur la plausibilité biologique, donc on va regarder les études toxicologiques en rapport, mais aussi le corpus de connaissances scientifiques existantes qui permettent un peu de pondérer les résultats et d'établir certaines cohérences qui arriveront in fine à avoir des niveaux de preuve assez élevés.
Et dernier élément pour les études épidémiologiques, c'est que les mécanismes et les modes d'action ne sont pas étudiés en épidémiologie. On est juste en situation d'observation. Donc, même si ces types d'études toxicologiques et épidémiologiques ont des avantages et des inconvénients, il y a une nécessité d'un dialogue entre ces disciplines et d'un dialogue entre experts pour affirmer une causalité entre une exposition à un ou plusieurs substances chimiques et l'impact sur la fertilité. Alors, quand on s'intéresse à la fertilité, on peut étudier tout un tas de différents paramètres, le délai nécessaire à concevoir. Pour les hommes, c'est les paramètres du spermogramme, les hormones de la reproduction. Chez les femmes, ça peut être des caractéristiques de cycle menstruel, des mesures de la réserve ovarienne, j'y reviendrai dans un instant, où on va mesurer le compte de follicules, l'AMH, qui est une hormone qui indique bien la réserve ovarienne. On peut étudier aussi l'âge à la ménopause. Est-ce que les plus exposés ont un âge plus jeune ou plus tard à la ménopause? Certaines pathologies liées à la fertilité, l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, et d'autres choses comme les caractéristiques de la puberté, l'âge, la survenue de malformations de l'appareil génital aussi, par exemple. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après, il y a des mécanismes qui sont suggérés ou prouvés entre ces substances chimiques ou ces facteurs environnementaux et l'impact sur la santé. Alors, on parle beaucoup de perturbateurs endocriniens, mais il faut savoir que ce n'est certainement pas le seul mécanisme. On a des substances chimiques qui, à l'heure actuelle, ont des mécanismes de toxicité directe par adaptation ou stress, sans qu'il y ait pour autant une perturbation endocrinienne. Et trop souvent, il y a une confusion dans le grand public et aussi auprès de professionnels sur perturbateurs endocriniens égale trouble de la reproduction. Ce n'est pas vrai. Il y a des perturbateurs endocriniens qui ont d'autres activités que la reproduction. Ils peuvent être centrés sur des hormones du métabolisme, par exemple, ou de la thyroïde. Et d'autres exemples, c'est que certaines substances chimiques ont des actions non perturbateurs endocriniennes, mais ils ont un vrai impact sur la reproduction. Donc, pour rappel, ça vient d'où cette notion de perturbateur endocrinien? Et très rapidement, à l'origine, sur la perturbation endocrinienne, c'était des visualisations, des observations dans les espèces animales qui montraient des baisses de la fertilité des visons aux USA, des poissons mâles qui présentent des caractères femelles, des amincissements de la coquille d'œuf des oiseaux exposés au DDT, qui était un pesticide organochloré très utilisé après-guerre, notamment par rapport à l'éradication de certains moustiques transmettant le paludisme, l'altération de la reproduction de phoques exposés à certains polluants organiques persistants ou l'altération du développement sexuel chez les alligators. Alors, progressivement, il y a une prise de conscience de l'impact potentiel de l'environnement et aux États-Unis, il y a notamment le livre de Silent Spring, Le printemps silencieux, qui faisait état de ces observations. Et progressivement, au début des années 91, on a vu ce concept de perturbateur endocrinien apparaître, qui montrait qu'un grand nombre de produits humains manufacturés pouvaient avoir un potentiel d'agir sur le système endocrinien des animaux et des humains. Alors, il y a plusieurs définitions des perturbateurs endocriniens. Celle qu'il faut retenir, je pense, c'est celle de l'Organisation mondiale de la santé que je vous indique ici. Un perturbateur endocrinien, c'est une substance exogène ou un mélange qui altère la fonction ou les fonctions du système endocrinien et qui, par voie de conséquence, a un effet délétère sur la santé d'un individu, sa descendance ou des sous-populations. Donc, la grande difficulté pour montrer qu'une substance est perturbateur endocrinien, c'est à la fois d'avoir la preuve d'un mécanisme biologique, d'une atteinte de la fonction endocrinienne, et à la fois la preuve, plutôt à partir d'études observationnelles, que cette atteinte du système endocrinien peut avoir des conséquences sur la santé des individus. Alors, les substances potentiellement perturbateurs endocriniens, ils sont dans un tas de produits de consommation, mais aussi dans certains produits qu'on retrouve au travail. Donc, il y a les plastiques, les cosmétiques pour les parabènes, les produits phytosanitaires, les produits d'entretien, et ils se retrouvent pour les polluants organiques persistants qui sont pourtant interdits depuis les années 70-80 pour certains d'entre eux. On en retrouve toujours dans les populations
humaine, notamment via l'alimentation. Alors, quelques particularités des perturbateurs endocriniens, c'est que ça implique des mécanismes de signalisation normaux plutôt que des mécanismes classiques de toxicité. Le système endocrinien, c'est quelque chose d'assez de tout à fait normal, physiologique, et donc ils utilisent ces mécanismes-là pour avoir une atteinte sur la santé. Elle peut apparaître dans certains cas à des concentrations faibles, parfois avec des courbes non monotones, c'est-à-dire le concept qui faisait état auparavant de principe de toxicologie, c'était la dose fait le poison, Paracels. C'est-à-dire plus on est exposé, plus on a de chances d'avoir des effets néfastes, ce qui n'est pas le cas avec certains perturbateurs endocriniens. Un même perturbateur endocrinien peut avoir différents mécanismes d'action en fonction des animaux ou des humains. Il y a aussi la problématique des mélanges avec des effets synergiques de plusieurs exemples, par exemple, et des effets parfois différents. Donc, toutes ces particularités rendent leur étude extrêmement compliquée, et ce qui explique qu'il faut un certain temps pour avoir des listes et des substances qui sont reconnues de façon officielle comme perturbateurs endocriniens. Alors, je passe rapidement, simplement pour vous dire que ces substances suspectes d'être perturbateurs endocriniens, certaines d'entre elles sont ou toxiques pour la reproduction, certaines d'entre elles se retrouvent de façon très large. Cet exemple, c'est aux États-Unis, il y a des études qu'on appelle de biomonitoring, donc c'est-à-dire qu'on fait des prélèvements de certaines populations. Ici, en l'occurrence, c'était 54 femmes enceintes qui sont présentées par chacun des bâtons. Et vous voyez qu'on a regardé pour chacune de ces femmes enceintes la présence de cotinine, de métaux, de pesticides organochlorés, de retardateurs de flamme bromés, d'HAP ou de phtalate. Et vous voyez que toutes ces femmes, elles avaient entre plus de 26 de ces substances à jusqu'à 45 de ces substances. Donc, ce qui montre l'imprégnation des populations humaines concernant ces substances potentiellement toxiques pour la reproduction. Alors, à côté de ce concept de perturbateur endocrinien, il y a un autre concept qui est hyper important pour la fertilité, mais aussi pour la grossesse en général. C'est ces fameux 1000 jours, en fait, dont on parle régulièrement. Et ces 1000 jours, en fait, c'est les origines développementales de la santé, avec une fenêtre des 1000 jours qui correspond à la vie intra-utérine, grosso modo 270 jours, et les 2 premières années de vie, qui sont une période de vulnérabilité particulière, avec l'hypothèse que des expositions à des agents chimiques, mais aussi à de la nutrition, avec des exemples historiques, notamment en Hollande, avec la famine post-Deuxième Guerre mondiale, qui a montré des effets dans les générations futures, mais aussi le stress et des expositions à certains médicaments peut avoir des effets qui ne sont pas forcément visibles à la naissance, mais plus tard dans la vie, à la puberté, à l'époque où le système reproducteur se finalise, ou plus tard dans la vie reproductive, ou voir des impacts plus tard dans la vie. Alors, un exemple que je vais pour illustrer un petit peu ces propos, c'est la réserve ovarienne. Alors, qu'est-ce que c'est que la réserve ovarienne? Chez la femme, la réserve ovarienne peut être définie par le stock de follicules primordiaux. Donc, on a un ovocyte qui se développe ensuite. Et ce stock, il est fait quand? Il est fait dans la vie intra-utérine. D'accord? Et donc, classiquement, et c'est la courbe verte que vous voyez ici, eh bien, une femme, elle a son stock qui est fait dans la vie in utero, et progressivement, avec l'âge, qu'est-ce qui se passe? Ce stock s'amenuise jusqu'à la perte de la fertilité. Donc, l'âge est un facteur essentiel, bien évidemment, de cette perte de cette réserve ovarienne, et c'est un facteur très important. Mais on peut très bien imaginer qu'une femme peut avoir une réserve tout à fait normale, et liée à des expositions postnatales, peut avoir une décroissance de cette réserve ovarienne au cours de la vie. Un exemple d'exposition qui est bien connu, c'est des jeunes filles qui sont traitées pour cancer par des chimiothérapies, radiothérapies. On sait que ça peut avoir un impact à l'adolescence sur la chute de la réserve ovarienne. Mais il y a tout un tas de substances chimiques qui sont suspectes d'avoir cet impact-là. Et puis, un autre exemple, à contrario, c'est l'exemple d'une jeune fille qui, in utero, un bébé, un fœtus féminin, serait exposée à certaines substances dans le ventre de sa mère,
et aurait donc un stock folliculaire plus faible. Vous voyez qu'on est sur la partie ici présente, et une décroissance qui se ferait de façon normale, parallèle à la courbe verte, eh bien, il y aurait des troubles de la fertilité arrivés à l'âge adulte. Donc, il faut vraiment se préoccuper de ces deux périodes, c'est-à-dire le couple qui est infertile ou en âge de procréer, et ce couple en âge de procréer, même s'il a une fertilité normale, il faut penser à la fertilité de la génération qui suit. Bon, ce schéma, il résume ça autour de la fertilité et la réserve ovarienne. On peut avoir des impacts de certains perturbateurs endocriniens ou de substances chimiques, à la fois in utero, mais aussi plus tard dans la vie, à l'époque de l'âge reproducteur. C'est le cas pour le tabagisme, c'est le cas également pour d'autres substances, voire pour des facteurs nutritionnels. Alors ça, c'est très rapidement un exemple qu'on a publié cette année avec des collègues suisses où on avait interrogé les parents de 1000 conscrits, c'est-à-dire des jeunes Suisses qui vont faire leur service militaire. Et avant de réaliser un prélèvement de sperme chez les jeunes garçons, les jeunes hommes, ils avaient entre 19 et 22 ans, on a interrogé les parents sur leur métier pendant la grossesse. Et je vous passe les détails. On a évalué de façon indirecte les expositions professionnelles des parents et puis on a pu observer que les parents qui avaient un métier qui était potentiellement exposé aux perturbateurs endocriniens, quand on faisait ensuite la mesure de la concentration, notamment en sperme, ils avaient une moins bonne concentration de sperme. Donc, c'est un exemple d'études qui sont actuellement en cours. Alors, en termes de temps, c'est juste pour vous montrer de façon rapide comment sont étudiés ces impacts sur le long terme, sur les origines développementales de la santé. En Bretagne, on suit une cohorte de femmes enceintes qu'on a inclus entre 2002 et 2006 pour étudier l'impact des substances chimiques. Et donc, il y a 3500 femmes enceintes qu'on a inclus entre 2002 et 2006, avec tout un tas de prélèvements pendant la grossesse, des questionnaires, etc. Et puis, on a pu regarder, en recueillant différentes choses chez ces femmes enceintes, à la fois des questionnaires, des urines, des données médicales à la naissance, mais aussi des questionnaires aux 2 ans, aux 6 ans. On a pu mesurer par des tests neuropsychologiques, notamment, le développement neurocognitif de ces enfants. Mais également, plus tard, on a fait passer des IRM cérébrales aux enfants quand ils avaient 10 ans environ. Récemment, on a regardé la puberté aussi de ces enfants-là. Et puis actuellement, on va mettre en place un suivi aux 18 ans des enfants suivis in utero. Donc, ces histoires autour des origines développementales, c'est un enjeu de recherche et d'apport de connaissances très, très important. Alors voilà, je passe, mais on a étudié tout un tas d'expositions et tout un tas de paramètres pendant la grossesse. Alors peut-être, dernier élément un petit peu concernant les grands concepts qui agitent la communauté scientifique, c'est vraiment cette notion d'exposome, parce que bien sûr, la difficulté, c'est qu'on n'est pas exposé à 1 ou 2 ou 3 substances, c'est qu'on est exposé à tout un tas de substances, et l'exposome, c'est l'ensemble des expositions auxquelles nous sommes exposés depuis la vie in utero, y compris des facteurs liés au style de vie, jusqu'à la fin de vie, avec tout un tas de substances et de facteurs qui peuvent être estimés par tout un tas d'outils compliqués, à la fois des mesures dans le sang, dans les urines, mais aussi des smartphones qu'on peut utiliser pour scanner les choses, mais aussi des smartphones qu'on peut utiliser pour montrer les déplacements, les contacts avec des zones plus ou moins polluées, etc., mais aussi des mesures extrêmement précises avec des technologies qu'on appelle omiques sur des protéines, du génome, etc. Je ne vais pas trop rentrer là-dessus, mais c'est des champs de recherche extrêmement importants. Alors peut-être avant de passer en pratique, c'est peut-être vous donner quelques exemples, mais sans vraiment faire une liste à l'après-vert, parce que je trouve que c'est un peu compliqué. Alors un exemple que je donne souvent, c'est pour les expositions professionnelles. C'est un exemple qui date des années 80, qui concerne la banane, qui ne concerne pas la Guadeloupe pour le coup, mais le Costa Rica, où en fait il y avait un pesticide qui s'appelait le
dibromochloropropane qui avait été utilisé dans ces bananeraies et un impact absolument clair, montré, etc. C'était chez les travailleurs de la banane qui utilisaient ce pesticide, c'était une stérilité définitive. Et ça a été montré dans des articles du Lancet que je vous présente ici et qui montraient un déclin avec une azospermie, une oligospermie qui était définitive, malheureusement, chez ces salariés. Depuis, il y a eu tout un tas de travaux que je ne vais pas lister, mais c'est simplement pour vous montrer quelques exemples. Le tabagisme, hyper étudié, exposition anténatale, une femme qui fume pendant la grossesse, les études épidémiologiques sont hyper concordantes, les enfants ont une moins bonne qualité du sperme à l'âge adulte. Études hyper concordantes. Mais il y a aussi tout un tas de travaux qui sont peut-être un peu moins homogènes, mais qui suggèrent des allongements du délai nécessaire à concevoir ou une puberté précoce. Le plomb, c'est hyper montré à l'âge adulte. Des plombémies très élevées, notamment certains types d'exposition professionnelle ou des plombémies qu'on voit très peu, c'est des allongements du délai nécessaire à concevoir et des diminutions de la qualité du sperme. Certains pesticides, des impacts que vous pouvez voir ici. Certains solvants organiques aussi, des impacts à la fois sur des malformations génitales du petit garçon pour certains types de solvants organiques et à l'âge adulte, des résultats assez concordants, notamment sur les expositions professionnelles aux solvants organiques et l'allongement du délai nécessaire à concevoir ou la qualité spermatique. Pour d'autres types de polluants, on a aussi des impacts qui ont été montrés dans certaines études animales ou certaines études épidémiologiques. Donc voilà, d'une façon un peu schématique, vous posez un petit peu le panorama de la difficulté de faire ces travaux de recherche, mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la fertilité, comme pour la grossesse, il y a quand même, selon moi, des facteurs qui sont vraiment très connus pour impacter la santé reproductive et la grossesse ultérieure. Merci. Avant de passer à votre deuxième partie, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Je vous invite à les poser dans questions-réponses. Et peut-être en attendant que celle-ci arrive, moi j'avais une question sur justement l'étude auprès des jeunes hommes qui faisaient leur service militaire. Ça a donné quoi les conclusions des expositions professionnelles? Est-ce que vous avez repéré des choses, des métiers plus à risque que d'autres? Oui, alors là, c'est le chercheur qui parle. Donc, on est toujours très précautionneux parce qu'en fait, ces études d'épidémiologie, il y a vraiment un besoin de répéter pour avoir des résultats concordants, pour tirer des grandes généralités. L'intérêt de cette étude, je pense que c'est une des premières études sur un large panel. On avait plus de 1000 conscrits, 1000 jeunes hommes, avec des résultats qui étaient quand même très concordants dans nos analyses, parce qu'on fait ce qu'on appelle des analyses de sensibilité, et qui montraient que les mamans qui étaient dans certains métiers, alors c'était beaucoup autour de l'exposition aux pesticides, mais aussi certains professionnels de coiffure, elles étaient dans un groupe plus à risque d'avoir un enfant avec une diminution de la qualité de sperme, notamment la concentration et certains paramètres de la morphologie. Alors bien sûr, cette étude, elle nécessite d'être répétée dans le temps, mais à l'image des travaux très concordants qu'il y a eu sur la fumée de tabac pendant la grossesse et les paramètres spermatiques altérés, elle pointe quand même une question qu'il est important de creuser encore. Et ça va être intéressant. Donc, dans le prolongement de cette étude, on est en train actuellement de doser des hormones chez les jeunes hommes qu'on a inclus pour essayer de voir si le lien est toujours le même entre les expositions professionnelles des mamans et leurs hormones de la reproduction. Mais les cohortes mère-enfant qu'on suit, et je vous ai donné l'exemple de la cohorte pélagie, permettront peut-être aussi d'aborder et de confirmer ou pas ces observations qu'on observe dans cette étude suisse. D'accord, merci beaucoup. Alors oui, ça y est, j'ai une question. Dans le discours commun, on peut régulièrement entendre parler des lobbies qui interfèrent sur la recherche scientifique. Est-ce une réalité de travail lorsque vous travaillez sur ces sujets?
Ça, c'est une question J'ai piège. 1h30. Ouais. Non, alors vous dire oui et non. Je pense que oui et non. Je pense que alors je vais vous donner un exemple très, très classique. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'exposition professionnelle de la maman aux solvants et les malformations congénitales. Donc ça, c'était un sujet un peu touchy et à chaque fois que j'ai publié des papiers là-dessus, j'avais systématiquement dans la revue scientifique où c'était publié, l'industrie des produits chimiques qui mettait en doute ce que j'avais trouvé, mais sur des arguments scientifiques, alors que je démontais très facilement, mais controverses. Et on s'est beaucoup... Alors, je dirais oui et non, c'est qu'ils alimentent la controverse. Un autre exemple, j'ai beaucoup travaillé sur le phénoxyéthanol, qui est un des conservateurs actuellement le plus utilisé dans les cosmétiques. On a trouvé des associations, on est très prudent sur ce qu'on a observé, mais on a des observations. Il y a une revue de la littérature qui a été faite assez récemment, qui critiquait beaucoup nos travaux, qui ont été pourtant très très bien publiés dans les meilleures revues de santé et environnement. Et c'est une revue un peu à charge, payée par l'industrie des cosmétiques. Donc, oui, on le voit, c'est un vaste sujet. Je pense que c'est moins touchy parce que nos financements aussi, nous, contrairement à certains financements en médecine, moi, je ne suis pas du tout sur des financements industriels, c'est plutôt des financements publics. Donc, j'ai plutôt confiance dans mes financeurs. Mais par contre, pour aller tout à fait au fond de la question, à l'inverse, quand il y a des décisions politiques sur telle substance, on l'interdit ou on restreint son utilisation, là, je pense que oui. Il y a le lobby des industries chimiques qui discute et qui est au Parlement européen, qui discute, mais c'est son rôle un petit peu, comme les scientifiques, essayent de dire clairement ce qui est montré, ce qui n'est pas montré, les difficultés d'interprétation et des suggestions de mise en action. Mais in fine, c'est toujours une action politique qui est l'interdiction du bisphénol A dans telle ou telle chose, etc. Oui, il n'y a pas que la recherche, il y a effectivement cette dimension de décision politique où il y a du bénéfice-risque qui va être pesé et puis effectivement peut-être tout le travail de lobbying. Qui est fait par les industriels, mais voilà, après moi voilà. Merci beaucoup. En tout cas, sur la recherche, je pense que moi j'ai très confiance dans nos financeurs publics qui ne se laissent pas marcher sur les pieds clairement par les lobbies. Merci. Sur votre première partie, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser par la suite. Donc, je vous invite à poursuivre, c'est-à-dire que comment concrètement on fait quand on est soignant, quand on accompagne des parents, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ok. Donc, en résumé, question difficile à traiter d'un point de vue scientifique, mais pourtant il y a des évidences. Alors, je n'ai pas fait un truc à l'après-vert. Un, parce que je pense que c'est un peu rébarbatif. Deux, je ne suis pas sûr que ce soit hyper utile pour des professionnels de la périnatalité de savoir telle substance et telle substance. Par contre, de savoir où trouver de l'information valide, je pense que c'est un enjeu important. Et donc, un topo que je fais, voilà, pour faire le lien un petit peu, c'est vrai qu'il y a eu des informations et des efforts très importants de recherche les 30 dernières années, ça c'est clair, qui ont abouti à des présomptions fortes, voire des certitudes, même si on ne sait pas tout, sur le lien à certaines expositions environnementales, grossesse et fertilité. Alors là, je profite de vous donner un contre-exemple parce que je pense que c'est important aussi dans l'idée de promouvoir l'environnement. C'est qu'on parle toujours de risques et c'est vrai qu'il y en a. C'est vrai qu'il y en a, mais il y a aussi des bénéfices. Dans la littérature internationale actuelle, il y a notamment des superbes travaux sur le bénéfice du contact régulier avec des espaces verts naturels, bien évidemment, donc c'est-à-dire sans traitement pesticides, ou des espaces bleus, les blue space en anglais, c'est-à-dire les contacts, être souvent devant l'océan et avoir des contacts. Et on voit que les personnes qui ont ces contacts-là, eh bien, notamment pour la périnatalité, il y a des réductions de risques de prématurité. Alors, on ne l'explique pas très bien pourquoi c'est possible,
mais l'observation est concordante dans de très beaux travaux scientifiques. Et cette observation, elle est aussi observée pour d'autres pathologies qu'on voit, notamment le déclin cognitif. Le contact avec des espaces verts est positif. Je referme la parenthèse. Donc moi, je suis convaincu, c'est important de prendre en compte l'environnement quand on fait un peu de la prévention. Et ce n'est pas que moi, Huluberlu, un peu médecin de santé publique, épidémiologiste hyper motivé qui vous le dit, c'est aussi un opinion statement, c'est-à-dire un parti pris de la Fédération internationale de gynécologie obstétrique qui disait en 2015, dans une très bonne revue, et il disait quoi? C'est important qu'on prenne en compte la santé environnementale, nous, professionnels de la périnatalité, dans les soins. Il faut qu'on améliore les politiques de prévention et ça nécessite pour partie de mieux former ou informer les professionnels de santé. Et moi, je suis d'accord avec eux, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux, donc vous dire que c'est un autre point de vue. Alors, aussi vous dire que la prévention, ça marche. Alors ça, c'est un exemple. C'est ce qu'on appelle des études d'intervention dans mon jargon. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, OK, les phtalates, les parabènes, il y a des connaissances. On ne sait pas non plus sur certaines choses si ça a un impact négatif, mais si on fait de la prévention, c'est-à-dire si on substitue, si on donne des conseils aux gens, est-ce que ça diminue leur phtalates, parabènes, bisphénol A? Et donc, ça, c'est un exemple très bien publié dans une grosse revue qui montre que voilà, sur 100 jeunes femmes latinas, eh bien, on a fait une étude d'intervention et puis avec des substitutions. Donc, on leur a conseillé plutôt de changer, ou on leur a donné d'autres produits cosmétiques. On voit que en fonction des substances chimiques, soit on avait une stabilité pour certains d'entre eux, mais dans de nombreux cas, on avait une nette diminution des niveaux urinaires observés. Donc, la prévention, ça peut marcher. Même si ça, c'est dans un cadre de recherche, il y a peut-être des choses à faire dans la pratique courante. Alors, d'une façon très schématique, comment moi je vois les choses d'un point de vue personnel, c'est mon point de vue. Je pense que pour tous, indépendamment des histoires de périnatalité, dès le plus jeune âge, il y aurait une promotion de la santé environnementale auprès des enfants sur les bonnes pratiques de j'aère mon logement, attention aux substances chimiques, bien regarder les étiquettes, etc. Ça, je pense que c'est tout au long de la vie et ça commence probablement à l'école. Et peut-être que parmi les gens de l'ARS qui sont présents ce soir, je pense que le service sanitaire auprès des étudiants de santé dans les écoles peut être un levier potentiel pour améliorer un petit peu les choses, même si les médecins de l'éducation nationale font déjà un boulot. Donc, il faut travailler sur les représentations, ça prend du temps. Je ne suis pas sûr que travailler sur les représentations, on puisse le faire dans des consultations périnatales. L'entretien périconceptionnel est sûrement quelque chose à prendre en compte pour faire passer certains messages de prévention. Et je pense que les professionnels de la périnatalité et de soins primaires, ils doivent être là pour guider vers les bonnes sources. Et puis au-delà de ça, moi je pense qu'il y a des cas particuliers, certaines pathologies, certaines expositions qui peuvent préoccuper les professionnels de périnatalité. Idéalement, on devrait avoir des centres d'expertise régionaux, interrégionaux, qui pourraient faire des évaluations beaucoup plus précises et travailler avec les couples pour réduire leurs expositions, mais dans des choses de centres avancés. Donc, je vais vous présenter un petit peu les deux choses telles que je le vois. Alors, en pratique, pour les professionnels de la périnatalité, vous avez de nombreux messages de prévention sur un temps très contraint, on en a bien conscience. Il faut bien sûr prioriser les conseils de prévention en fonction des risques et des expositions potentielles et de leur impact. Bien sûr, le tabac et l'alcool, essentiel absolument. Mais on peut pouvoir sensibiliser et répondre à des questions des couples sans être culpabilisant, bien sûr. Et donc, pour ça, vous avez besoin de savoir où sont les sources fiables pour vous et où sont les sources fiables pour les couples. Très important, l'idée, ce n'est pas de vous former, de savoir si le parabène bidule est présent dans tel produit cosmétique et est-ce qu'il a un effet plutôt androgénique, œstrogénique, sympathomimétique, etc. Je pense qu'on s'en fiche. L'idée, c'est de savoir, grosso modo, il y a peut-être des usages qui sont plutôt à favoriser ou à proscrire pour bien manipuler les substances chimiques et pour réduire les expositions.
Parce que si vous allez jouer sur telle molécule, est-ce que ça a un effet, est-ce que ça n'a pas d'effet, comment, où est-ce qu'ils sont présents, où est-ce qu'ils ne sont pas présents, bah, ça va être très vite impossible et ça dépasse très largement vos compétences et certainement très vite les miennes aussi. Alors, comment agir? Bah, c'est ça hein, qui est important, c'est une diapositive de Nathalie Beauvallot que j'aime bien. En fait, cette stratégie de prévention, bah, c'est une stratégie de prévention ou de promotion de la santé qui est globale. Alors, bien sûr, des gens bon, qui sont dans la malbouffe, vous allez leur parler d'agriculture biologique, bah, c'est un petit peu compliqué. Et puis, inversement, des gens qui seront en très, très grande précarité en termes de logement insalubre, ben, c'est un peu compliqué de poser certaines questions sur les perturbateurs endocriniens, etc. Donc, il faut toujours savoir pondérer, bien évidemment, les propos et, encore une fois, avoir des informations valides. Alors, en termes d'informations valides, la nouveauté 2021, ça c'est plutôt pour vous. Si vous voulez aller plus loin, moi je vous conseille vraiment d'aller regarder les recommandations pour la pratique clinique du Collège national de sages-femmes. Ils ont travaillé avec des experts de différents domaines et ils ont essayé de hiérarchiser les différents messages de prévention afin de tenir compte des contraintes de temps des professionnels. Et je trouve qu'ils ont fait vraiment des recommandations très intéressantes que je ne vais pas détailler ce soir parce qu'elles sont trop nombreuses. Vous voyez qu'il y a différents axes et certains axes concernant la prévention et les recommandations, bah, ils concernent l'exposition domestique aux agents toxiques pour la grossesse et le développement avec un chapitre 4 sur les produits ménagers, les matériels de décoration, les pesticides et un chapitre 5 sur l'utilisation de cosmétiques. Donc, je vous invite vraiment à vous appuyer dessus quand vous avez envie d'aller chercher les recommandations. Et puis, souvent, tout le temps, ces recommandations qui sont faites à dire d'experts, elles sont accompagnées d'explications pourquoi on est arrivé à ce niveau de preuve-là et comment les experts gradent. Alors, exemple de recommandations générales issues de ces recommandations pour les cosmétiques, pour tous les produits cosmétiques chez la femme en période périnatale ou l'enfant, les experts proposent de diminuer le nombre de cosmétiques, la fréquence d'utilisation et la quantité appliquée. Donc, toutes ces recommandations sont associées à une gradation, soit d'experts, soit en fonction de la littérature internationale présente. Et ils disent privilégier les produits simples avec une liste d'ingrédients courte, sans parfum et rinçables. Ils sont aussi là pour éviter l'utilisation des parfums, vernis à ongles, dissolvants et teintures. Et ça, c'est un accord d'experts. Autre exemple, c'est concernant les applications smartphone. Les experts qui ont travaillé sur ces recommandations, ils disent, ben voilà, il y a différents types d'applis que vous pouvez utiliser, mais contrairement au Nutri-Score que vous trouvez sur les produits alimentaires, ces applications ne sont pas développées ni validées par des professionnels. Donc, attention, les bases de données sont potentiellement incomplètes ou non mises à jour et les basent uniquement sur la liste des ingrédients, pas sur la quantité de chaque ingrédient. Donc, attention à l'utilisation de ces applications par les couples et donc leur dire, ben oui, bien sûr, vous pouvez utiliser ces applis pour regarder ce qu'ils conseillent, etc. Mais la base de la base, sur les cosmétiques, par exemple, c'est de réduire et d'utiliser des produits cosmétiques plutôt avec des compositions simples. Alors, ces recommandations, en fait, elles ont essayé de hiérarchiser aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, en fonction de la période préconceptionnelle, premier trimestre de grossesse, deuxième et troisième ou postpartum, de hiérarchiser un petit peu les principes de précaution. Donc, vous voyez que sans surprise, ils commencent souvent par la consommation de substances psychoactives et puis progressivement, vous avez l'activité physique, les substances chimiques, les cosmétiques, etc. Alors, à côté de ces recommandations plus professionnelles pour vous, pour comprendre, savoir ce qui est dit en 2021 auprès des professionnels, il y a des outils qui existent pour les couples. Je vous présente ici une plaquette qui avait été faite notamment par le réseau périnatalité en lien avec la maison des consommateurs, l'ARS Bretagne. Donc, c'est très breton, même si vous êtes en Loire-Atlantique, je vous la présente. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est vraiment pas mal faite du tout, cette plaquette, et elle donne des conseils toujours centrés sur les usages. Et c'est ça le message, c'est les usages. Travailler sur les usages.
L'air, j'aère mon logement 10 minutes à 30 minutes, matin et soir, systématiquement pendant le ménage et ou le bricolage. Je nettoie régulièrement les grilles d'aération. Et puis en bleu clair, vous avez une petite explication. Aérer permet de renouveler l'air intérieur, d'éviter que les polluants ne s'y accumulent ou d'évacuer l'excès d'humidité. Travailler en consultation avec ce flyer, je trouve que c'est super quand vous avez des couples qui posent des questions. Pareil pour les produits d'hygiène, l'alimentation, les meubles, la décoration, etc. Je ne peux pas tout détailler. Autre outil à utiliser avec les couples, c'est quoi? C'est le site de référence de Santé publique France, Agir pour bébé, qui va être revu prochainement et qui permet, avec des outils assez instinctifs, par exemple la cuisine, le réfrigérateur, la chambre, le coin bébé, etc. Vous cliquez sur ces pièces-là et puis vous arrivez, par exemple, dans la salle de bain, à ouvrir ce petit tiroir où on va vous dire, si vous cliquez sur les cosmétiques, et vous verrez que c'est très en accord avec les recommandations du Collège national de sages-femmes. Il faut réduire les cosmétiques en termes de quantité, de fréquence d'utilisation, etc. Privilégier plutôt les produits simples et les utiliser quand c'est nécessaire. Alors ça, c'est les outils vraiment, je pense, sur lesquels il faut s'appuyer, de mon point de vue, pour la communauté un petit peu en périnatalité, si possible, période préconceptionnelle, mais pendant la grossesse, voire la petite enfance. Utiliser ces outils qui sont vraiment centrés sur les usages. L'idée, ce n'est pas d'être au clair sur l'ensemble des effets des substances. Et puis, à côté de ça, moi, je pense qu'il y a des centres d'expertise, mais aussi parfois les médecins du travail qui sont aussi intéressants. Et je vais vous montrer quelques exemples du centre qu'on a mis en place à Rennes, qui s'appelle la plateforme Près de B. Et on travaille en réseau dans le cadre du réseau Prévenir pour prévention, environnement, reproduction. On travaille avec 5 autres centres. Donc, il y a Fernand Vidal et Créteil à Paris, Artemis à Bordeaux, qui était le premier centre à développer ça, et la plateforme Créer à Marseille. Et à chaque fois, vous voyez, il y a un lien étroit avec l'ARS qui souvent finance pour partie ces plateformes-là. Et l'objectif de ces plateformes, c'est plutôt des centres d'expertise, de recours. Et ce sera quoi? Ce sera d'évaluer les risques reprotoxiques environnementaux, professionnels, extra-professionnels, et d'accompagner les couples avec des conseils de prévention ciblés. Donc, on est vraiment sur des centres de recours. En fonction des centres, les centres reçoivent des couples, soit qui ont des troubles de la fertilité, soit des fausses couches spontanées répétées, certains types de malformations congénitales, des morts fétales in utero inexpliquées, des retards de croissance ou de la prématurité dans certains cas. Alors, en Bretagne, en fait, nous, pour des raisons de financement, on est pour l'instant uniquement centré sur les couples infertiles. Et les couples infertiles qui consultent en AMP au CHU de Rennes, eh bien, ils viennent en consultation chez nous. Et donc, c'est un partenariat à la fois entre le centre d'AMP, le service de pathologie professionnelle et environnementale et le service de santé publique et d'épidémiologie que je dirige au CHU de Rennes. Et donc, il y a aussi une interface forte entre prévention, expertise et recherche, puisqu'on est également tous, au moins au centre Près de B, chercheurs à l'unité INSERM 1085 IRSEM. Alors, comment ça se passe en pratique? En fait, il y a un parcours, et c'est vraiment intégré dans le parcours de soins des couples infertiles, ou dans le cadre de leur information des couples sur leur prise en charge en AMP, il y a une information sur l'existence de Près de B. On leur propose d'avoir une consultation avec nous, où notre sage-femme recrute les couples. Il y a une prise de rendez-vous avec une distribution d'un questionnaire standardisé, puis une consultation chez nous, où il y a à la fois des conseils de prévention qui sont donnés et on recueille tout un tas de données. Ah, c'est déjà passé, ma diapositive. Excusez-moi. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, effectivement, la consultation, elle dure 1h30. Première partie médicale faite par la sage-femme et un interrogatoire environnemental avec toujours est-ce qu'il y a du surpoids, est-ce qu'ils fument, est-ce qu'ils boivent, est-ce qu'il y a d'autres prises de substances, l'environnement professionnel avec les postes occupés, les tâches accomplies, les produits manipulés éventuellement, et extra-professionnel avec des informations sur le logement, l'utilisation de produits. À l'issue de l'entretien,
il défile tout seul. Sûrement parce qu'il faut que je me dépêche un peu plus. Peut-être. Donc, oui, alors rapidement, en fait, au décours de la consultation, il y a tout un tas de conseils de prévention et d'accompagnement des couples qui sont faits pendant la consultation. Et à l'issue, donc vous voyez, ça peut être des conseils en tabacologie, addicto, nutritionniste, rappel de précaution et des documents de prévention qui sont remis au couple. Et puis, à l'issue de la consultation, il y a tout un travail qui est fait sur des bases de données toxicologiques, où là, on va regarder la composition des produits manipulés, s'il y a des reprotoxiques connus ou potentiels. Et puis, on va établir un compte-rendu avec une page où il y a un résumé, on va dire tel type de recommandations prioritaires, recommandations plutôt du niveau du principe de précaution. Donc, on hiérarchise à la fois pour les expositions professionnelles, extra-professionnelles, mais aussi pour le mode de vie. Et puis, on peut adresser vers le médecin du travail. Donc là, mon diaporama avance tout seul parce que je suis un petit peu en retard sûrement. Et puis, on envoie ce compte-rendu au couple et au médecin d'AMP. Rapidement, pour vous dire qu'au cours de chaque année, nous, on fait un bilan. Donc, en la deuxième année de fonctionnement, on a vu près de 200 personnes, qu'on observe de l'obésité dans 20% des cas. Il y a près de 30% des couples où il y a toujours du tabac chez ces couples infertiles. Consommation d'alcool modérée, vous le voyez, il y a des choses. Et puis, des éléments sur les expositions professionnelles, extra-professionnelles, avec des nombres de substances reprotoxiques qui sont observées à l'issue des investigations qui sont menées, et tout un tas de recommandations qu'on classe en recommandations prioritaires et complémentaires. Alors, pour la petite histoire, cette année, on avait fait toujours une satisfaction auprès des couples, une enquête de satisfaction, et puis auprès des médecins d'AMP. Alors, ça fait un tabac, on a plus de 95% de très grande satisfaction ou de très, très grande satisfaction. Et puis, cette année, on avait comparé les couples qui étaient venus chez nous à un échantillon aléatoire de couples suivis en AMP, mais qui n'étaient pas venus faire la consultation chez nous. Et puis, on avait, alors c'est du déclaratif, mais c'est intéressant, en fait, les couples, ils rapportaient significativement plus d'arrêt de tabac, mais aussi avoir reçu significativement plus de conseils de prévention, notamment sur les produits chimiques, phytosanitaires, sur l'aération de l'espace de travail, sur avoir eu plus de conseils d'habitudes alimentaires, de produits ménagers, concernant aussi les produits cosmétiques, etc. Alors, grosso modo, il y a une satisfaction assez importante des couples et des professionnels de santé. Les professionnels d'AMP, ils sont hyper intéressés, ils aimeraient bien qu'on épande aux fausses couches spontanées à répétition. Actuellement, on travaille beaucoup sur un essai randomisé pour montrer l'efficacité du dispositif sur les 5 plateformes existantes, voire plus, pour proposer une généralisation de ces dispositifs. Et à Rennes, on est dans l'idée d'étendre à d'autres types de pathologies de la reproduction. Alors, pour la prévention-précaution, ce que je peux vous dire, donc en résumé… Oui, comme ça, on garde quelques petites minutes pour des questions-réponses. J'en ai quelques-unes. Voilà, donc en résumé, Agir pour bébé, la fiche de certains réseaux périnataux, notamment notre réseau breton, je trouve qu'elle est vraiment bien, communiquer dessus. Pour les professionnels de santé, les sources d'informations fiables, le Collège national des sages-femmes, les recos sont vraiment très bien faits. Vous avez aussi des formations complémentaires, il y a des DU concernant la santé-environnement. Le HESP a aussi fait une formation en ligne pour les professionnels de santé sur les perturbateurs endocriniens, c'est super. Et puis, il y a aussi des stratégies de recours à avoir, le médecin du travail ou les centres spécialisés du type prévenir. Résumé, je pense que c'est important d'informer les couples, possibilité de s'appuyer sur les consultations, sur des supports validés et hiérarchiser les messages de prévention. Voilà ce que je voulais vous exposer brièvement. Merci beaucoup. Alors, une remarque, le site Agir pour bébé vient d'être renommé. Alors, il est sorti il n'y a pas très longtemps et aujourd'hui, il s'intitule 1000 premiers jours. Donc, c'est www.1000-premier au pluriel-jour.fr.
mais c'est le même site en fait qui vient d'être rebaptisé. Je crois aussi qu'ils ont fait un effort pour avoir toujours autant de données scientifiques. Il est vraiment très très riche, mais qu'il soit aussi plus accessible pour les personnes qui seraient en moins grande maîtrise du français. Donc ça, c'était effectivement, c'est une ressource très importante. Alors, j'avais des questions, donc une question sur votre première partie. Donc, je vais commencer par celle-là. Donc, dans votre première intervention, vous avez parlé de l'impact sur la spermatogénèse, mais est-ce que les observations ont conforté sur des malformations génitales chez les jeunes garçons, notamment les pubertés précoces ou les cancers hormonodépendants? Est-ce que vous avez des observations là-dessus? Oui, alors, sûrement plus sur les malformations qui m'intéressent beaucoup. C'est assez concordant quand même le lien. Alors peut-être que je vais vous l'afficher. Non, je ne les ai pas avec moi, mes diapos, mais ce n'est pas grave. Je peux vous répondre quand même sur le lien entre exposition professionnelle et pesticides et malformation génitale du petit garçon. C'est assez concordant quand même. Alors, c'est revu de la littérature sur pesticides. Il y a des expertises de l'INSERM qui font plus de 1500, 2000 pages, dont je vous épargnerai la lecture, mais qui permettent de synthétiser l'état des connaissances. Donc, il y a une expertise de l'INSERM de 2013 qui est quand même très bien faite et une récente, une mise à jour de 2021 et sur le lien entre l'exposition professionnelle à des pesticides et la survenue de malformations génitales du garçon. Il me semble, dans mon souvenir, que c'était assez concordant sur la présomption d'un lien, en sachant que ces études, comme vient de vous le dire, elles traitent de l'exposition professionnelle aux pesticides, mais que souvent, dans les études épidémiologiques, il est difficile d'avoir la substance précise de pesticides associée à cela. Un autre exemple que je connais encore mieux, c'est l'exposition professionnelle maternelle aux solvants. Et les études sont quand même très concordantes sur le lien entre l'exposition professionnelle aux solvants et la survenue notamment de fentes orales, pour le coup. Les travaux sur la puberté précoce sont, à mon sens, un peu moins nombreux, même si certains travaux de bonne qualité suggèrent des effets, mais elles sont moins nombreux parce qu'on aurait besoin que les cohortes mère-enfant, dont je vous ai montré l'exemple de Pélagie, arrivent à l'âge de la puberté. Or, c'est ce qui commence à être fait, et je pense que dans les 5 à 10 ans qui viennent, on aura des éléments supplémentaires là-dessus. Et enfin, alors, pour les diminutions de la, comment dirais-je, neurocomportementaux, en fait, les troubles du développement neurocognitif chez l'enfant, l'expertise INSERM de 2021 sur l'impact potentiel des expositions prénatales à des pesticides a conclu à la présomption d'un lien assez fort entre les expositions prénatales et le déclin et plutôt des moins bons scores de développement neurocognitif. Pour les cancers hormonodépendants, faudrait regarder dans l'expertise. Je n'ai pas ça en tête parce que je travaille assez peu sur les cancers hormonodépendants. Mais de mémoire, je pense que pour la prostate, le cancer de la prostate, c'est assez concordant, notamment pour les pesticides. Et il y a un exemple récent, français, mais un peu plus éloigné, malheureusement, de chez nous, qui concerne la chlordécone aux Antilles, qui est un perturbateur endocrinien pour le coup, très bien montré. Les seuls travaux existants sur la chlordécone suggèrent une augmentation du risque de cancer de la prostate et également une augmentation du risque de récidive chez les personnes les plus exposées. Donc voilà, donc c'est un peu dur de faire le détail comme ça, mais voilà en quelques mots ce que je peux vous dire. Et du coup, j'ai une autre question qui rejoint vraiment vos remarques. Vous avez cité à plusieurs reprises l'exposition professionnelle. Et y a-t-il des professions qui ressortent et qui nécessiteraient des mesures plus radicales pour réduire les expositions en cas de grossesse?
Et je rajouterai de souhait de l'enfant. Souhait d'enfant, pardon. Ouais, en sachant que ce n'est pas toujours simple. Ah non. C'est une vraie question. Hein. Moi, je suis très clairement, moi, je pense que dans le meilleur des mondes, je pense qu'il faudrait que ce soit plus simple entre les professionnels de la périnatalité ou en préconceptionnel et les médecins du travail. Alors nous, on travaille beaucoup dans notre centre pour essayer d'améliorer les choses avec l'association des médecins du travail du 35. Moi, je pense qu'il y a pas mal de questions autour des pesticides. L'exposition, je ne sais pas, vous avez des questions sur un couple dont la femme travaille en serre, elle manipule, en plus, elle ne sait pas très bien vous dire ce qu'elle manipule. Visiblement, elle ne met pas de gants, il n'y a pas de masque, c'est un peu scabreux comme ça. Alors, c'est dur d'arrêter. En plus, après, la question, c'est l'arrêt versus travailler, c'est quand même bon pour la santé, notamment pour manger et vivre. Donc, c'est toute la question. Mais avoir des stratégies où on puisse suggérer à la femme de prendre contact avec son médecin du travail pour faire en amont d'être enceinte dès le souhait de grossesse, discuter de l'impact potentiel que ça peut avoir sur sa santé reproductive, c'est hyper important. Donc, moi, clairement, des femmes que j'aurai en consultation et qui ne savent pas très bien m'expliquer les stratégies de prévention sur les pesticides, coiffeuses, c'est un peu moins clair ce qu'il y a dans la littérature, mais quand même, poser la question si c'est bien ventilé, si elles font les couleurs, comment elles font, etc. Et suggérer, mais elles ne sont pas toutes salariées, donc elles ne sont pas toutes de médecins du travail. Je pense que pour celles qui sont salariées, ça vaut le coup de leur dire de faire un point en amont pour ces professions-là. Et puis pareil, je veux dire, une infirmière qui est potentiellement exposée à des produits cytostatiques, des chimiothérapies, ou qui travaille en bloc, vous ne savez pas trop comment, ben, il y a la médecine du travail qui est là pour ça. Donc, ce n'est clairement pas vous qui pouvez faire ces évaluations de poste de travail, c'est vraiment quelque chose de très particulier, mais il faut que la médecine du travail trouve sa place là-dessus. Oui. Sachant, comme vous le dites, c'est un sujet qui est fort compliqué, parce qu'il y a ces arbitrages économiques, d'insertion professionnelle, et qu'on travaille même dans un petit salon de coiffure en tant que salarié. Mais en tout cas, de remettre dans la boucle, le conseil que je retiens, c'est quand même de remettre dans la boucle à un moment donné le médecin du travail. Alors, il y a des femmes qui ne veulent pas du tout, et notamment, je pense plutôt aux contrats les plus précaires, en fait, forcément. C'est vachement compliqué pour les… On voit bien, nous, après 2B, on a beaucoup de gens qui sont dans des sociétés de nettoyage, en intérim, etc., où on a des grosses questions sur les produits qu'ils manipulent. Et quand on leur parle médecin du travail, bah, des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est compliqué. Et je pense, alors bon, ça c'est un commentaire très personnel aussi, mais c'est pour travailler beaucoup avec des médecins du travail, c'est qu'il y avait un manque de connaissances de la part des médecins du travail pour partie de l'impact potentiel sur la reproduction de certaines expositions. Donc je pense que ça va s'améliorer dans les années qui viennent. Et aussi à la décharge des médecins du travail et des préventeurs. Souvent, ils apprennent la grossesse à 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, etc. Donc, ils arrivent un peu après la bataille. Bien sûr, ce n'est pas toujours annoncé. Il y a même non, un peu une c'est pas facile pour eux. Voilà, c'est pas qu'une superstition, hein, mais c'est plutôt après les 3 mois de grossesse qu'on commence à en parler autour de soi. Encore 2 questions, si vous me l'autorisez. Oui. Ok, merci. Alors, la semaine dernière, il y a un colloque qui a été organisé par Santé publique France et il y a le professeur Storm qui a intervenu pour dire, c'est un peu paradoxal avec tout ce qu'on vient de dire, mais c'est un vrai sujet, qui intervenait pour dire, il y a aussi du stress généré par l'information des femmes enceintes sur les questions de santé environnementale et qui avait un risque vraiment de santé sur la femme enceinte. En gros, moins elles en savent, mieux elles se portent.
voilà, comment, est-ce que vous avez des éléments là-dessus et comment arbitrer entre l'information, l'accompagnement au changement, peut-être une certaine posture aussi qui fait que les messages sont entendables? Vous avez la réponse dans votre question. Non, alors moi là-dessus, non. Par contre, moi, je vais vous dire, la semaine dernière, moi j'étais à un congrès de la Fédération française d'études sur la reproduction, où il y a eu plein de communications sur, scientifiques ou pseudo-scientifiques sur le lien entre environnement et reproduction. Il y avait plein de bêtises qui étaient dites, très clairement. Et donc, on voit bien que c'est compliqué de s'approprier cette problématique-là. Donc, moi, je pense qu'il faut, comme vous l'avez dit, c'est de partir des représentations. Moi, je ne crois pas que... Enfin, c'est quelque chose que je ne partage pas. Euh, euh, de se dire que moins on en parle, mieux c'est quelque chose que je trouve un peu contre-productif pour le coup. Mais par contre, il faut partir de bons outils. Je veux dire, tous les pesticides ne sont pas perturbateurs endocriniens, ni toxiques certainement. Enfin, voilà, il y a des fausses connaissances, d'une part. Et je pense que c'est plus facile de partir des représentations des personnes, de hiérarchiser et de partir des usages. C'est pour ça, je veux dire, parler sans fin du parabène, est-ce qu'il est perturbateur endocrinien, le phtalate, bidule, etc. Je suis pas sûr que ce soit, enfin, je suis même sûr que ce soit pas lieu d'en discuter dans des consultations. Par contre, de dire, ben voilà, comment vous manipulez les produits, est-ce que vous regardez un petit peu la composition, des signes particuliers, et puis pour repartir de représentation des personnes. Après, il faut avoir le temps. Donc, c'est la bonne temporalité. Je ne suis pas sûr que toutes les consultations sont propices à ça, tous les couples sont propices à ça. Moi, je pense que la consultation préconceptionnelle, c'est vraiment un moment idéal. Et puis, utiliser des outils simples. La plaquette du réseau, moi, je trouve qu'elle est très bien. Agir pour bébé, qui a été rebaptisé, je trouve ça vraiment pas mal. Mais la limite, c'est l'appropriation d'un outil numérique qui est peut-être un niveau au-dessus. C'est pour ça que la bonne vieille plaquette qu'on accompagne Oui. en discutant avec les gens, c'est aussi l'occasion de discuter. Hein. Et puis, le professionnel de périnatalité, il ne peut pas être expert en santé environnement, mais par contre, discuter des usages. Et puis là, il y a plutôt les recommandations de bon usage. Moi, ça me semble intéressant. Très bien. Une dernière remarque. Alors, c'est une personne qui demande si vous connaissez WECF France. Moi, je les connais, donc je pourrais en dire deux mots. Mais vous, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que, par exemple, vous contribuez à alimenter leurs données scientifiques? Est-ce que vous travaillez avec eux? Non, clairement pas. Okay. Clairement pas. Voilà. Alors, vous allez me dire ce que c'est. Ouais. Alors, en revanche, moi, je les connais. Je suis même animatrice certifiée. Et en fait, c'est une association non gouvernementale. Et ils ont notamment mis en place des ateliers d'innesting qui permettent justement d'accompagner les femmes enceintes ou les parents enfin, les personnes qui veulent avoir des enfants. Et c'est vraiment un processus d'accompagnement qui est centré sur les usages. Ça fait partie des acteurs comme les soignants qui peuvent justement accompagner le changement de comportement en s'appuyant sur les connaissances, les savoirs et les représentations des personnes. Alors, juste pour ma gouverne, plus tous les ateliers nesting, c'est eux qui les font ou pas? Parce que moi, je connais certains ateliers nesting. Alors, en fait, je vais faire vite. En fait, c'est une formation que suivent des personnes pour animer des ateliers d'accompagnement. Et donc, la pédagogie et la formation fait que ça s'appelle atelier nesting. Mais il y a d'autres structures, d'autres acteurs de prévention qui peuvent proposer des ateliers d'accompagnement qui reposent sur ce même principe d'information, d'accompagnement du public, d'écoute bienveillante, etc. Donc, c'est une des possibilités d'accompagnement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si.
Eh bien, je n'ai pas d'autres questions. Avant de conclure et vous remercier, je voulais indiquer aussi aux professionnels qui sont là que la Mutualité française Pays de la Loire, avec le soutien de l'ARS, met à disposition des professionnels dans le cadre d'actions partenariales, justement des brochures, des plaquettes d'information. On a notamment la brochure bretonne, mais on a deux autres outils. Vous pouvez aller sur notre site internet et puis voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent, on peut se mettre en lien. Et puis, du coup, merci beaucoup, Monsieur Garland-Ezek, pour votre Avec plaisir. intervention, votre expérience et le partage de votre expérience. Pour les participants, vous allez recevoir d'ici demain, je pense, un mail issu de la plateforme Zoom. Là, il y a un lien qui est un questionnaire d'évaluation. Donc, je vous remercie de faire attention à cet email et de remplir le questionnaire pour qu'on puisse avoir un retour. Merci beaucoup et Merci beaucoup. Au bonne revoir. soirée à vous. Kenavo. Kenavo, oui. Bon vent.